Alors, indicateur 1, je vous le rappelle, ce premier indicateur est commun à toutes les catégories d'actions, que vous soyez sur l'action de formation, le bilan de compétences, la VAE, l'apprentissage. Indicateur 1, c'est un indicateur commun. Alors, je vous le rappelle, l'attendu de cet indicateur, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée, vérifiable sur les prestations qu'il propose. Et là, on va retrouver dans l'indicateur un certain nombre d'items, les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, ou le tarif, mais il y a un S sur le référentiel, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes en situation d'handicap. C'est très important. Pourquoi? Parce que lors de votre audit, nous allons vérifier avec vous sur vos éléments de preuve que vous diffusez bien une information avant contractualisation sur ces différents items. Donc on va balayer avec vous prérequis. Voilà, alors prérequis, s'il n'y en a aucun, eh bien il faut que ça soit noté prérequis aucun. Attention, parce que certains d'entre vous, vous ne notez rien, donc vous n'informez pas le public sur le fait qu'il n'y a pas de prérequis, parce que vous nous dites qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc s'il n'y en a pas, il faut informer votre public sur le fait qu'il n'y en ait pas. Donc ça, c'est un point important. Les objectifs, donc effectivement là, pas de problème de compréhension, vous avez bien compris qu'il faut noter les objectifs de votre action au niveau de cette diffusion de l'information. On va voir tout de suite ensemble comment est-ce qu'on diffuse l'information. La durée, pas de problématique. Quand on parle de modalités et délais d'accès, alors là, attention, vous êtes nombreux à avoir une mauvaise compréhension de modalités et délais d'accès. L'attendu au niveau de cet indicateur, c'est finalement comment est-ce que je fais pour m'inscrire à cette action? Est-ce que je vous appelle? Est-ce que je vous envoie un formulaire? Est-ce que je dois m'inscrire en ligne sur votre site internet? Voilà les modalités pour pouvoir s'inscrire. Les délais d'accès, concrètement, est-ce que l'action que vous proposez, vous avez plusieurs actions planifiées? Donc peut-être qu'il y a 3-4 sessions, ou peut-être que finalement, vous proposez-vous des dates sur mesure. Donc dans ce cas-là, il faut préciser que vous êtes capable de proposer des dates peut-être sous un délai de 15 jours, 1 mois, 3 mois. C'est vous qui choisissez. L'indicateur 1 exige de vous que vous puissiez être en mesure d'apporter la preuve de la diffusion de l'information. Donc ça veut dire que vous informez votre bénéficiaire sur ces délais. Donc peut-être que vous êtes capable de proposer des dates en 24 heures ou 48 heures à réception de l'inscription de votre bénéficiaire, et c'est très bien, il faut le noter. Si chez vous, il faut compter 1 mois, 3 mois pour s'inscrire, pas de problème. Peut-être qu'il n'y a même qu'une seule action mise en œuvre sur l'année, donc peut-être qu'il faut s'inscrire 1 an à l'avance. Peu importe, mais vous devez impérativement transmettre cette information-là à votre bénéficiaire. Je le rappelle, puisque la version 9 le note dans le Nota Bene, cette diffusion doit se faire en amont de la contractualisation. Les tarifs, de la même façon, vous devez diffuser l'information tarifaire. Il faut donner une information sur le tarif. Alors ça peut être un à partir de, ça peut être un tarif fixe, ça peut être ce que vous voulez, mais ne notez pas rien. Voilà, parce que si vous notez rien, et bien du coup, ça veut dire que vous ne diffusez pas d'informations concernant les tarifs de votre action. Je sais que ce point-là est sujet un petit peu à controverse, mais vous l'avez compris, ici, l'intérêt, c'est que dans le cadre d'un process qualité, dans le cadre de Calliope, le bénéficiaire doit être un maximum informé et donc la notion de tarif, c'est essentiel. Mais encore une fois, un tarif à partir de, ça fonctionne. Donc on comprend bien et on le verra un peu plus loin, mais voilà, ça c'est absolument pas nouveau. Sur l'indicateur 10, l'adaptation de la prestation, il est bien évident que suivant votre action, suivant l'action que vous allez mener, vous allez peut-être la réaliser sur mesure ou l'adapter à 20, 40, 90%. Et effectivement, il y aura un impact sur la tarification. Donc je comprends pourquoi certains nous remontent cette problématique sur l'affichage des tarifs. Pensez au à partir de, ça vous permet effectivement d'assurer votre conformité au référentiel.
Concernant les contacts, effectivement, l'idée c'est qu'on puisse rentrer en contact avec votre organisme de formation. Donc là, pas de difficulté, diffusez bien cette information-là. En général, ça va avec les modalités et délais d'accès. Comment je fais pour m'inscrire, comment je fais pour effectivement rentrer en contact avec vous. En général, vous avez l'information qui colle avec cette partie de modalités et délais d'accès. Méthode mobilisée et modalité d'évaluation. Donc là, méthode mobilisée, c'est pareil, je fais un focus avec vous sur les éléments de langage. Je suis là pour ça aussi avec vous sur ce décryptage du référentiel. Méthode mobilisée, c'est votre action d'une manière générale. Si vous êtes concerné par la VAE, c'est comment est-ce que vous allez gérer cet accompagnement. Est-ce que vous allez le gérer en présentiel, en distanciel, en synchrone, en asynchrone. Pareil en bilan de compétences. Quand on parle de modalités, alors souvent on pense aux modalités pédagogiques, donc c'est pour ça, au niveau du langage, instinctivement, je vous parle de modalités au sein de la formation, mais dans le cadre du bilan de compétences, de la même façon, comment ça va se dérouler, ce bilan de compétences? Est-ce que vous allez proposer, 10 heures d'entretien en face à face? Est-ce que finalement, ces 10 heures vont se faire en présentiel, ou une partie en présentiel, une partie en distanciel? Vous avez compris, l'idée, c'est de diffuser une information sur comment ça va se dérouler finalement. Maintenant, notamment pour les actions de formation, si vous souhaitez mettre en avant vos méthodes pédagogiques, vos manières d'enseigner, votre façon d'enseigner, c'est le moment. Valorisez votre pédagogie. Calliope, c'est aussi là pour ça. C'est pas uniquement pour freiner, ou bien au contraire, votre activité ou vous faire plus d'administratif ou je ne sais quoi. Non, Calliope, c'est aussi peut-être l'occasion de booster votre activité en étant plus performant. Et là, en termes de communication, vous allez devenir beaucoup plus performant parce que vous allez pouvoir donner plus d'informations à vos éventuels bénéficiaires. Les modalités d'évaluation. Donc là, clairement, c'est comment, au sein de la formation, votre bénéficiaire va être évalué. Comment vous allez finalement être en mesure de confirmer ou infirmer, en tout cas, l'atteinte des objectifs visés. On l'a vu tout à l'heure, il y a des objectifs. Ok, et finalement, comment moi je vais faire pour vérifier et évaluer en tant que professionnel, alors du coup c'est pas moi mais c'est plutôt vous, comment vous allez faire vous, effectivement pour évaluer cette montée en compétences par exemple. On ne vous demande pas dans l'indicateur 1 de nous diffuser vos quiz, vos supports, etc. Non. Mais on vous demande juste, à titre d'information, encore une fois, d'informer votre bénéficiaire sur comment ça va se dérouler cette partie-là. Ok, donc il suffit de le préciser, peut-être que ce sera à travers des cas pratiques, à travers des mises en situation, des quiz. Pour les autres catégories d'actions, je pense à la VAE, au bilan de compétences, là c'est un peu plus spécifique, mais on en reparle spécifiquement pour ces catégories-là après. Si vous êtes sous-traitant, sachez effectivement que cet indicateur n'est pas applicable. Alors bien entendu, vous devrez en faire la preuve, que vous êtes bien sûr sous-traitant à 100% sur cette action, et effectivement dans ce cas-là, cet indicateur n'est pas applicable avec la version 9. Je le rappelle, version 9 mise en application à partir du 8 mars 2024. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Alors là, c'est pareil, je me permets de refaire un focus. Ici, on attend de vous d'être en mesure d'informer sur cette notion-là. C'est-à-dire que, je le rappelle, vous n'êtes pas dans l'obligation d'accueillir tout type de bénéficiaires en situation de handicap. Parce qu'on n'est pas spécialiste sur les différents handicaps malheureusement qu'on pourrait rencontrer. Donc dans l'information que vous allez donner à votre bénéficiaire, valorisez le fait que vous avez peut-être un référent handicap. On verra un peu plus loin dans les indicateurs. Maintenant on le sait, Calliope et le référent handicap, ça fait partie du process qualité et de ce que vous pouvez mettre en œuvre en interne. Donc mettez peut-être les coordonnées du référent
différents handicaps, montrer que effectivement votre organisme est en capacité d'entendre en tout cas que le bénéficiaire peut avoir besoin d'adaptation et d'aménagement dans le cadre de sa formation. Et ça, il faut que vous puissiez trouver une formule en termes de diffusion de l'information qui puisse faire comprendre à ce bénéficiaire éventuel que s'il se trouvait en situation de handicap, eh bien vous êtes en mesure de l'accompagner dans sa démarche, peut-être de faire fonctionner, et là hashtag indicateur 26, faites fonctionner votre réseau lié au handicap pour peut-être, voilà, auprès de la GFIP notamment, peut-être que là votre contact pourrait prendre contact justement avec votre bénéficiaire et peut-être réorienter ce bénéficiaire-là, l'accompagner dans ses démarches, parce que vous en interne, peut-être que vous ne serez pas en mesure de l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc vous allez faire fonctionner votre réseau pour effectivement assurer la suite pour votre bénéficiaire. Le référentiel national qualité attend de vous que vous soyez en capacité effectivement d'être à l'écoute sur ce genre effectivement de difficultés. Le niveau attendu pour cet indicateur 1, donc donner une information accessible, exhaustive sur la prestation, sur son contenu et sur l'intégralité des items mentionnés. On a un certain nombre d'items et effectivement ici l'attendu c'est que l'information soit bien diffusée sur l'intégralité de ces items mentionnés. Cette information doit être à jour bien évidemment. Donc c'est très important. Sachez ici que dans l'échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par une information partiellement accessible, par l'absence ponctuelle et non répétitive d'un item dans la communication. Et là, pour être bien clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 2 programmes de formation, sur le premier, effectivement, on ne voit pas noter l'information sur les prérequis. Et sur le deuxième, cette information existe. Eh bien, ce sera une non-conformité mineure, puisqu'effectivement, l'information est diffusée, mais partiellement, en fait, sur un programme sur 2, par exemple. Par contre, pour que vous ayez bien compris le niveau attendu sur cet indicateur, vous aurez une non-conformité majeure si le prérequis n'apparaît ni sur le programme 1, ni sur le programme 2. Faites très attention à ce point-là, c'est-à-dire que si tous les autres items sont bien diffusés et sont bien présents, c'est donc conforme. Par contre, s'il en manque qu'un seul, mais il en manque un, mais sur tous vos programmes par exemple, ce sera une non-conformité majeure. Attention également, lorsque vous êtes en audit de surveillance, par exemple, on va échantillonner une ou plusieurs actions. C'est pareil, si on échantillonne par exemple 2 actions et que sur les 2, on ne voit pas par exemple la mention prérequis, on n'a pas cette information qui est diffusée en tout cas sur les prérequis, eh bien ce sera une non-conformité majeure. Et là, vous ne pourrez pas nous dire oui, mais sur l'action de formation que j'ai menée l'année dernière, regardez, je diffusais bien un prérequis. Non, parce que du coup, on part sur l'échantillonnage et il y a une non-conformité majeure puisque sur les 2 actions échantillonnées, eh bien l'information n'est pas présentée. Je le rappelle, dans l'échantillonnage, donc une non-conformité mineure est caractérisée par une information partiellement accessible. Donc de la même façon, si dans votre démonstration, vous m'apportez la preuve que les informations existent, peut-être sur un programme enregistré en PDF dans votre ordinateur, c'est très bien. Par contre, j'insiste sur l'indicateur 1, on parle de diffusion. Il faut bien apporter la preuve qu'effectivement ces informations-là sont diffusées auprès de votre public avant contractualisation. Donc la diffusion, c'est quoi? C'est peut-être envoyé par email, c'est peut-être présent sur votre site internet, mais il nous faut cet élément de preuve-là. Donc si vous me présentez un programme qui a été diffusé à votre bénéficiaire ou à votre public pour information et que sur ce document-là, il n'y a pas tous les items, c'est une non-conformité majeure. La diffusion faite, le document, l'information qui a été diffusée, a priori, il manque des informations, donc c'est une non-conformité majeure. Rappel, quand on parle de diffusion, puisque l'indicateur 1, on est vraiment dans la diffusion de l'information au public, pas uniquement aux bénéficiaires, mais au public en général. Je le rappelle, mais c'est noté dans le référentiel national qualité, donc je vous invite à l'ouvrir et à le consulter. C'est bien noté, l'information est diffusée en amont de la contractualisation,
quel que soit le moyen. Donc c'est pareil, vous êtes nombreux à me demander, je suis obligée d'avoir un site internet. Alors le site internet, ça fait partie des moyens de diffusion, mais ça peut être à travers une proposition commerciale. Je le rappelle, il faut juste apporter la preuve donc de ces éléments diffusés avant contractualisation. Mais une proposition commerciale, ça peut être une plaquette envoyée par exemple par email, donc parce qu'il nous faut une preuve de diffusion, bien entendu. Ça peut être assez large, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un site internet. Donc c'est important que vous puissiez bien l'enregistrer et le noter. Mais par contre, la preuve de diffusion, c'est impératif. Avoir une plaquette, mais vous n'êtes pas capable de me démontrer que cette plaquette a été diffusée, et bien du coup ça reste juste un élément d'information qui est dans votre organisation, donc c'est très bien, mais ce sera insuffisant et ce sera une non-conformité majeure. Particularité concernant donc cette nouvelle version, la V9, sur l'indicateur 1, il est bien noté que pour les PSH, donc personnes en situation de handicap, puisqu'on parle d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et la diffusion de l'information auprès du public, il est bien noté ici, dans les exemples d'éléments de preuve, tout support de présentation de la politique d'accessibilité, conditions d'accès, voilà, ça ce sont des éléments de preuve concernant effectivement cette notion d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, je dirais la preuve donc, que vous satisfaisez donc, à l'exigence de cet indicateur 1, vous pouvez l'apporter par différents biais. Peut-être que sur votre site internet, vous communiquez sur la manière dont vous êtes en mesure d'accueillir les personnes en situation de handicap. Ça peut être tout simplement contractuellement des documents sur, comme il est précisé ici, la politique d'accessibilité. Donc, peu importe les éléments de preuve, mais vous l'avez compris, il faut être en mesure de démontrer que vous êtes en capacité d'entendre et peut-être d'adapter votre action en fonction effectivement des besoins liés à une personne en situation de handicap. Alors les spécificités lorsque vous préparez votre audit sur la catégorie d'action, action de formation. Concrètement, vous avez toujours les mêmes obligations en termes de diffusion auprès du public. Alors la particularité, elle se fait surtout ressentir là dans cette nouvelle version, la version 9 du référentiel. Il est bien précisé que pour les formations certifiantes, et attention, dans la version 9, quand on parle de formation certifiante, ça veut dire quoi? Ça veut dire les titres RNCP, mais ça veut dire aussi les formations ORS, au répertoire spécifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des formations, des actions de formation présentes au CPF, ou pas, mais en tout cas des actions de formation qui conduisent à préparer un examen enregistré au répertoire spécifique, eh bien, vous êtes concerné par cette évolution en fait, du référentiel national qualité. Donc, faites bien attention à ça. Je pense par exemple aux formateurs en langue. Vous êtes nombreux à être certifiés Calliope. Vous préparez à des examens, le Cambridge ou peut-être au répertoire spécifique, on a aussi des certifications TOSA ou autres. Bien, sachez que vous êtes complètement directement concerné par ce point-là. Donc, il est bien précisé que l'information mentionne le libellé exact de la certification. C'est-à-dire que la diffusion que vous allez faire auprès de votre public, eh bien, il faut que dans cette diffusion-là, l'intitulé de votre action de formation soit bien le même intitulé que celui enregistré auprès du RNCP ou au niveau du RS, donc l'intitulé qu'on va retrouver notamment au niveau de France Compétences. Donc ça, c'est obligatoire maintenant dans cette version 9. Il est précisé également que vous devez donner le code RNCP ou le code RS. Donc voilà, l'intitulé exact et le code. Pareil, ces informations que vous retrouvez au niveau de France Compétences. Et bien entendu, un point important, et c'est évident, c'est le nom du certificateur, voilà, pour pouvoir identifier si l'examen va se dérouler avec qui vous a donné cette habilitation à former. Et là, bien sûr, je fais référence aux formations conduisant à un examen ORS. Dernier point également, sur les formations certifiantes, on vous demande, et ça c'est vrai qu'on pourrait l'oublier, mais on vous demande également de diffuser la date d'enregistrement de la certification. Donc,
On rappelle, voilà, ce qui change vraiment dans la V9, l'information mentionnée donc, correspond exactement au libellé de la formation certifiante enregistrée auprès de France Compétences. L'information que vous diffusez mentionne également le code de cette formation, le nom du certificateur et le dernier point, la date d'enregistrement de cette certification. Indicateur 2, c'est donc un indicateur commun sur notre référentiel national qualité. Quelles sont les exigences de cet indicateur 2? Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Alors sur cette V9, la particularité avec l'ancienne version, et notamment la V7, on ne parle plus d'indicateurs de performance, sans doute parce que en termes lexicaux, c'était peut-être pas assez clair pour vous, auditer. Donc ici, on vous demande de diffuser des indicateurs de résultats, donc des indicateurs qui sont adaptés aux actions que vous menez. Le référentiel, encore une fois, est très bien fait. On a des exemples d'indicateurs. Ça peut être par exemple un taux de satisfaction, voilà, un taux de satisfaction de vos stagiaires, bien évidemment. Peut-être le nombre de stagiaires que vous avez pu avoir sur ces actions-là. Je tiens juste à vous préciser une chose, c'est bien noté, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats. Donc au pluriel, vous avez compris, on attend donc de votre part au minimum 2 informations chiffrées de résultats. Le niveau attendu pour cet indicateur 2, vous devez donc donner une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs que vous avez définis au préalable. Donc je rappelle, un taux de satisfaction, ça peut être un nombre effectivement de stagiaires, de bénéficiaires, peut-être un taux ou des causes d'abandon, ou au contraire, peut-être le nombre de stagiaires qui va au bout de la formation. Ça peut être un taux de réussite également à l'examen. Vous verrez, dans le référentiel national qualité, sur cet indicateur 2, on vous donne déjà pléthore d'exemples sur ces indicateurs de résultats. Alors en ce qui concerne cet indicateur 2, il peut faire l'objet d'une non-conformité majeure ou d'une non-conformité mineure. Donc je vous le rappelle, non-conformité mineure est caractérisée sur cet indicateur 2 par une information insuffisamment détaillée. Donc effectivement, on vous invite à donner comme information chiffrée, effectivement, une information qui soit la plus exhaustive possible. Par exemple, si vous avez choisi de présenter le nombre de stagiaires, eh bien, est-ce qu'il s'agit du nombre de stagiaires depuis la création de votre organisme, ou est-ce que c'est le nombre de stagiaires peut-être là sur l'année qui vient de s'écouler? Donc à vous aussi d'être le plus précis possible en termes de diffusion d'informations. Et justement, en ce qui concerne la diffusion de ces informations, je vous le rappelle que si vous êtes considéré comme nouvel entrant, les indicateurs donc pré-identifiés seront, en tout cas leur diffusion seront évalués au moment de votre audit de surveillance. Donc ça c'est très important à noter. Vous devez les avoir identifiés, mais la diffusion se fera effectivement au moment de l'audit de surveillance. Ça sous-entend que si vous n'êtes pas nouvel entrant, effectivement ces indicateurs doivent être diffusés. Alors on l'a vu sur l'indicateur précédent, l'indicateur 1, les moyens de diffusion sont larges, un site internet si vous avez un site internet, mais ça peut être peut-être par email, lorsque vous transmettez peut-être votre programme ou votre offre commerciale. C'est vous qui décidez de vos moyens de diffusion et de communication. Par contre, vous l'avez compris, on va attendre effectivement de vous que ces éléments-là soient bien identifiés, chiffrés si vous n'êtes pas nouvel entrant et bien entendu diffusé. Si vous êtes sous-traitant, sachez effectivement que cet indicateur n'est pas applicable. Alors bien entendu, vous devrez en faire la preuve, voilà, que vous êtes bien sûr sous-traitant à 100% sur cette action, et effectivement dans ce cas-là, cet indicateur n'est pas applicable avec la version 9. Je le rappelle, version 9 mise en application à partir du 8 mars 2024. Indicateur 3, la particularité de cet indicateur, c'est qu'il concerne les actions qui conduisent à une certification professionnelle. Le niveau attendu pour cet indicateur, donner au public une information accessible, exhaustive
Ok, donc dans cette version 9, on l'a vu également dans l'évolution V7, V8, la particularité, c'est la façon dont ça a été reformulé au niveau de l'attendu. On attend de vous, bien sûr, une information accessible. Ça, vous verrez, il faut apporter la preuve de diffusion, mais exhaustive, c'est-à-dire sur l'intégralité des items qui sont mentionnés dans le cadre bleu que vous retrouvez dans votre référentiel national qualité. Et bien entendu, des informations qui sont actualisées, qui sont mises à jour. Donc c'est vrai que lors de l'audit, nous, en tant qu'auditeurs, on va évaluer effectivement si vous transmettez bien cette information, si elle est bien exhaustive et également actualisée, mise à jour. Non-conformité mineure va se caractériser par une information partiellement accessible ou par l'absence ponctuelle et non répétitive de ces informations. Donc c'est toujours la même chose, on l'a vu sur l'indicateur 1, clairement si effectivement on se rend compte que l'information elle est diffusée mais une fois sur deux, écoutez ce sera une non-conformité mineure, je schématise une fois sur deux, vous l'avez compris. Par contre effectivement si les items, donc les informations qu'on vous demande de diffuser, notamment le taux d'obtention des certificats, les possibilités de valider ou non les blocs de compétences, ainsi que les équivalences, les passerelles, les suites de parcours, si vous ne transmettez pas, vous ne diffusez pas ces informations-là, si on n'a pas non plus les données de ces informations, si c'est inexistant, là c'est une non-conformité majeure. Donc vous avez bien compris, mineur, en fait, j'ai qu'une partie de l'information qui est diffusée et je la diffuse mais pas tout le temps et par contre une non-conformité majeure, vous n'avez pas l'information et vous ne la diffusez pas. Indicateur 3, sa spécificité, vous êtes concerné par cet indicateur lorsque vous préparez vos bénéficiaires à une certification professionnelle. On le rappelle, c'était déjà très clair sur la version 7, une certification professionnelle, c'est préparer un titre RNCP. Donc là, vous n'êtes pas concerné si vous êtes sur une catégorie action de formation et que vous préparez un examen ORS, donc répertoire spécifique. Là, on reste vraiment RNCP, donc un titre professionnel. Que vous soyez sur la catégorie action de formation, CFA ou VAE, vous proposez une formation qui conduit à un titre RNCP, à une certification professionnelle. Donc là, l'attendu est commun pour vos trois catégories. Ici, on vous demande d'informer essentiellement sur les taux d'obtention de la certification, donc des taux d'obtention de certification qui doivent être mis en relation avec le taux de présentation à l'examen. Bien entendu, la logique, effectivement, c'est encore une fois de transmettre des informations chiffrées qui soient pertinentes. Donc, notez qu'il y a eu peut-être 100% de réussite à l'examen, c'est très intéressant, mais 100% sur combien de bénéficiaires qui ont passé l'examen. Peut-être qu'il y avait, 10 inscrits et au final, il y en a peut-être que 3 qui ont passé l'examen. Vous voyez, la valeur de vos 100% de taux d'obtention, ça ne sera pas la même si vous avez bien sûr vos 10 inscrits et les 10 qui passent la certification. L'information sur les débouchés. Quand on parle d'information sur les débouchés, on comprend le taux d'insertion global dans l'emploi et le taux d'insertion dans le métier visé des titulaires de cette dite certification au RNCP. Alors ce que je vous dis là, vous allez le retrouver en clair dans votre référentiel national qualité, dans votre guide de lecture. Donc vraiment, pensez à l'avoir toujours sous le coude. D'ailleurs, lors de votre audit, vous pouvez parfaitement l'avoir ouvert sur votre PC ou imprimé à côté de vous. C'est effectivement votre base. Donc vous l'avez compris, indicateur spécifique, on va vous demander effectivement d'assurer la diffusion de ces informations chiffrées sur l'ensemble des items. Je le rappelle, taux d'obtention de la certification, les possibilités de valider ou non les blocs de compétences, ainsi que les équivalences, passerelles, suite de parcours et les débouchés. Vous êtes effectivement concerné parce que vous préparez une formation qui conduit à une certification professionnelle. On entend par là un titre RNCP, je le rappelle. Donc l'obligation spécifique, si vous êtes nouvel entrant, bien évidemment, la communication sur les taux d'obtention de la certification sera auditée lors de votre audit de surveillance.